Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée tout d'abord par les chiffres du PIB américain. Ce PIB américain très attendu pour le premier trimestre, la première estimation, sachant qu'il y en aura une deuxième, puis une version finale, donc d'ici quelques semaines. La première estimation a créé la surprise avec cette contraction surprise du PIB américain au premier trimestre, moins 0,3% de croissance. Le consensus attendait plus 0,3 et on rappelle qu'au quatrième trimestre, la croissance en rythme annuel évidemment avait été de 2,4%. Donc coup de frein sur le PIB américain. Une des explications, la principale explication d'ailleurs, c'est clairement cet énorme déséquilibre dans la balance commerciale américaine, très forte importation au premier trimestre en raison de l'anticipation des taxes et des tarifs donc mis en place par l'administration américaine. Énormément d'importations donc par anticipation et c'est donc ça crée ce chiffre négatif avec cependant un doute qui se crée désormais sur le deuxième trimestre parce que si un impact doit intervenir sur l'économie américaine, sur les consommateurs en Chine, en Europe, un peu partout dans le monde, de l'impact de ces taxes, on rappelle qu'elles ont été annoncées début du mois d'avril par le président américain, c'est donc au deuxième trimestre, et si on doit commencer à avoir des effets plus importants de ces taxes, c'est bien au deuxième trimestre, et donc ça ouvre la question du rythme de croissance aux États-Unis également, pour ce deuxième trimestre, et même pourquoi pas pour le troisième ou le quatrième. Donc ça crée une zone d'incertitude, il n'avait déjà évidemment lié à l'annonce des taxes, mais cette confirmation d'un PIB négatif au premier trimestre aux États-Unis, eh bien, va faire en sorte que les investisseurs, les analystes, les économistes vont évoluer dans une zone de doute lors de ce second trimestre, en attendant du coup d'ici quelques mois les chiffres pour la croissance américaine au deuxième trimestre. Donc ça c'était la grosse surprise cette semaine. On avait quand même évidemment des craintes sur la croissance américaine, on se doutait que le chiffre allait être moins bon, mais là effectivement on a moins bon que le quatrième trimestre, mais là on a effectivement eu la contraction surprise et effectivement donc la Maison Blanche a réagi, alors évidemment en essayant de minimiser les choses, soit version Trump en accusant Biden de cette sous-performance en expliquant que c'était son économie duquel il héritait, donc c'est sa contraction à lui. Certains disent, pour essayer de rassurer un peu les projections, que ce chiffre, ce qui est vrai, sera révisé. La question c'est dans quel sens, plus à la baisse ou plus à la hausse, ça nous verrons. Certains au sein de l'administration américaine qui expliquent que ce chiffre sera révisé, donc voilà, à prendre avec des pincettes. Toujours est-il donc que ça crée, encore une fois, une zone d'incertitude, même si effectivement les marchés ont beaucoup rebondi depuis déjà quelques jours. La question des tarifs n'a pas été évacuée. Alors c'est vrai que ce qui a permis à ces marchés de rebondir, il faut quand même le rappeler, c'est le fait que Donald Trump ait fait cette pause de 90 jours, annoncé il y a quelques semaines, donc pause de 90 jours sur la mise en place des taxes réciproques, et puis également cette semaine, l'annonce de certaines exemptions pour le secteur auto, qui est évidemment très stressé par ces questions de taxes douanières, et donc ces exemptions ont aussi permis de calmer un petit peu le sentiment sur les marchés. Après, le côté un peu moins reluisant toujours de cette période, c'est évidemment la question des accords commerciaux. Pour l'instant, effectivement, il y a des pauses, il y a quelques exemptions. On est toujours pour l'instant sans aucun deal signé par l'administration américaine. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans les jours qui arrivent, peut-être du côté du Japon, peut-être du côté de l'Inde ou autre, mais à ce stade, toujours aucun accord n'a été signé, et donc l'incertitude par rapport à ces taxes, et encore une fois, que ce soit les marchés ou l'économie, les acteurs économiques, les consommateurs, les entreprises, plus l'incertitude perdure, plus le risque d'une marque plus durable dans l'économie va se faire sentir. Donc c'est ça qui aujourd'hui fait qu'il y a peut-être un petit sentiment un petit peu d'inconfort par rapport à l'énorme rebond qu'on observe sur les marchés, même sur la partie européenne par exemple, quand on voit que le DAX est quasiment revenu sur ses records historiques. Ça soulève comme des questions sur la vitesse d'anticipation des marchés. Alors on peut dire qu'ils ont beaucoup anticipé à la baisse, certes c'est vrai, mais partons aussi de niveaux de valorisation en fin d'année dernière, qui était extrêmement élevé. On avait souvent parlé dans les podcasts, on flirtait avec des 22-23 fois les bénéfices sur le SP500. C'est des niveaux qu'on avait vus seulement à 2 reprises sur les 3 ou 4 dernières décennies, juste après le Covid, dans la bulle qui avait suivi la période de Covid, et sinon avant cela, il fallait remonter dans la bulle Internet. Donc vous voyez, le 20% de baisse qu'on a eu sur les marchés américains, effectivement il était violent, mais il arrivait aussi en correction de certains excès, certaines grosses attentes infondées, certaines d'ailleurs, sur
la capacité de Trump à mettre en place très rapidement des baisses d'impôts, de la dérégulation. Pour l'instant, ce que les marchés les investisseurs ont, c'est des hausses de taxes, pas de baisse d'impôts pour l'instant et pas de dérégulation. Donc effectivement, c'est un tableau qui est très différent de ce qui avait été annoncé. Alors c'est vrai que dans la séquence, il y aura des baisses d'impôts probablement d'ici il faut que ça passe le Congrès, le vote du Congrès notamment, il y aura peut-être des baisses d'impôts qui arriveront, mais dans la séquence, dans la chronologie des choses, pour l'instant on est sur des réductions de dépenses au niveau de l'État américain, on est sur des mises en place de politiques commerciales agressives, et donc la question c'est celle de la résilience de l'économie mondiale dans ce contexte-là, avant que la Fed ne puisse rebaisser les taux et avant que les baisses d'impôts promises par Trump et éventuellement la dérégulation interviennent. Donc c'est ça aussi quand je dis que le rebond actuel des marchés un peu inconfortable, c'est qu'on retrouve finalement assez rapidement depuis quelques jours des niveaux de valorisation, notamment sur les marchés américains, mais aussi sur les marchés européens, qui sont peut-être pas forcément en ligne avec le risque que court toujours l'économie mondiale par rapport à cette axe commercial. Cette semaine, effectivement, aura été marquée par l'annonce de nombreux résultats en Europe, aux États-Unis. Du côté des États-Unis, il y a un constat qui s'impose, c'est que si on prend la saison de résultats depuis le début, il y a globalement plutôt des bonnes surprises par rapport au consensus, notamment en termes de chiffre d'affaires ou en termes de bénéfices. Les chiffres du premier trimestre sont satisfaisants par rapport à ce que le consensus attendait. Donc ça, c'est quand même un point positif. Ça peut générer, évidemment, ça peut aussi expliquer, ça explique même probablement une partie du rebond. Mais en revanche, le premier trimestre les taxes commerciales n'étaient pas encore entrées en vigueur. Donc les annonces ont eu lieu au mois d'avril, et donc c'est au début du deuxième trimestre que l'annonce de taxes a eu lieu. Et donc c'est maintenant qu'on rentre, je vais dire, un peu dans le monde d'après. Les chiffres du T1, pour les entreprises, c'était le monde d'avant. Le monde désormais, et c'est encore une fois sans présager de ce qu'il sera, mais il soulève quand même bien plus de questions désormais dans un environnement de taxes commerciales et sur l'ensemble des pays de la planète quasiment. Et c'est là qu'on a vu, et je trouve que le marché par rapport à ça il est un peu complaisant, beaucoup de ce qu'on appelle les guidances, c'est-à-dire des projections de ces mêmes entreprises qui annoncent certes des bons résultats pour le T1, mais pour beaucoup d'entre elles, il y a des guidances qui sont, donc des projections qui sont très largement révisées. Des groupes par exemple comme General Motors, malgré les exemptions de taxes, etc., secteur auto ou autre en partie, dit qu'ils retirent carrément leurs projections, c'est-à-dire qu'ils disent voilà, on n'est pas en capacité à ce stade de maintenir les projections pour l'année en cours que nous avions faites il y a quelques mois. Même son de cloche pour des groupes comme Caterpillar par exemple, qui disent voilà que leur guidance a été faite mais sur des bases qui n'incluaient pas l'impact des tarifs. Donc vous voyez, on a comme ça, on sent bien une forme de, et c'est normal chez les entreprises, de difficulté à produire des projections, et donc ça ne remet pas en cause leur bon premier trimestre, ou premier trimestre correct, selon les entreprises dont on parle, mais en revanche, beaucoup montrent des difficultés à prévoir les mois qui arrivent en termes de projection. Et dans des entreprises, même certaines, c'est même les résultats qui sont moins bons. Des entreprises notamment tournées vers la consommation des Américains notamment. Des entreprises comme McDo, comme Starbucks, comme Chipotle également, ont toutes déçu au niveau de leurs annonces, pas seulement par rapport aux résultats en cours, mais aussi par rapport à leurs sentiments sur le reste de l'année. Par exemple, pour McDonald's, on a le plus fort repli des ventes sur un trimestre depuis la pandémie, depuis 2020. Donc, et encore une fois, c'est pas la seule chaîne de restaurants qui annonce des résultats moins bons qu'attendus. Et donc, ce qui ressort dans les commentaires de ces groupes, c'est ils disent que le sentiment chez les consommateurs s'est dégradé. Donc ils parlent bien des consommateurs. Et donc c'est en ça qu'il y a une forme d'inconfort à voir les marchés retrouver des niveaux de valorisation, je parle des marchés actions, aussi haut, aussi rapidement. En grosso modo, pour le SP500, si on donne quelques repères, quand tout allait bien, quand on était après l'élection américaine, que le marché était persuadé que Trump allait suralimenter une économie qui marchait déjà très bien les années précédentes, mais qui allait booster encore cette économie, on était à 23 fois les bénéfices sur le SP500, entre 22 et 23 fois en fin d'année dernière. Ensuite, lors du choc d'avril, fin mars, début avril, on est tombé à 18 fois les bénéfices, ce qui faisait qu'on rejoignait la moyenne à 10 ans des valorisations sur le SP500, donc on était revenu à la moyenne, donc l'excès avait été en grande partie corrigé, mais comme on est remonté de
j'ai pas le fait le calcul, mais 10 à 15% au moins, oui, 10% c'est sûr, même plus que 10%, probablement 15% de rebond sur le SP500 en l'espace de quelques semaines, tout simplement. Hein. Le point bas, c'était ce mois-ci, enfin, c'était avril qu'il avait été fait, pardon. Hein. Donc, en l'espace d'un mois, même pas un mois, on remonte d'une quinzaine de pourcents sur le SP500. Donc, on retrouve des niveaux de valorisation par rapport aux bénéfices anticipés d'un peu plus de 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, d'un point de vue historique, on est largement au-dessus des moyennes 5 ans ou 10 ans. Donc, est-ce qu'il est sain qu'une partie du marché ait décidé de repousser aussi haut certains cours dans cet environnement où justement on voit que les projections, même des groupes qui ont bien performé au premier trimestre, qui ont des projections plus prudentes. Hein, donc, prenons aussi le cas d'Apple, par exemple, cette entreprise emblématique comme ça, Apple, ses résultats ont été bon pour le premier trimestre, tout à fait correct, mais il y a eu certaines poches qui n'ont pas trop plu, notamment par exemple le fait que les résultats de AWS étaient un tout petit peu moins bons que ce que le marché attendait, que les ventes dans les services également, on sait que c'est un gros relais de croissance, ça pour Apple habituellement, que les ventes dans les services étaient également un peu moins bonnes qu'attendues. Vous voyez, donc il y a comme ça des petits éléments qui font que les réactions de marché qu'on a là depuis quelques jours semblent un peu fortes par rapport à cette réalité de l'incertitude pour beaucoup d'entreprises américaines de différents secteurs sur leur activité au second trimestre et qui plus est leur visibilité d'ici la fin de l'année. Dans ce contexte, on disait donc la volatilité est très largement retombée sur les marchés. Hein. Si on prend le VIX par exemple, qui était monté, on rappelle, à 60, hein, donc c'était un pic de volatilité au début du mois d'avril dans l'énorme phase de stress. Actuellement, le VIX, on le retrouve à 22. Là, j'enregistre le podcast, il est 17h, on est vendredi à 17h. On a un VIX qui est passé en dessous de 23, qui est proche de 22. Donc, vous voyez, je ne dis pas que c'est un niveau normal de volatilité, pas encore. Il faudrait revenir autour de 10, 15, plutôt 15 hein, pour avoir un niveau de volatilité normal, mais 22. C'est assez peu finalement comme niveau de volatilité actuel hein, par rapport au stress qu'on a connu, ne serait-ce il y a quelques semaines au début du mois d'avril. Donc voilà, et dans un environnement, on rappelle que les taux également se détendent toujours assez peu. Le taux de 10 ans américain, là où on se parle, il est à quasiment 4,30%. On rappelle que 4,30 c'est une zone dans laquelle on a encore eu l'exemple aujourd'hui, puis encore il y a quelques jours, où Trump demande régulièrement à la Fed de baisser ses taux. On a même eu, cette fois-ci, c'est un peu nouveau, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, qui était plutôt celui qui plaidait en faveur de l'indépendance de la Fed, notamment au début d'année, quand il voyait que Trump tapait un peu trop fort sur Powell et éventuellement considérait à le virer. C'était le secrétaire au Trésor qui faisait passer des messages à Trump en disant attention, voilà, Powell, l'indépendance de la Fed, il faut respecter ça, sinon ça risque de mal se passer au niveau des marchés. Et bien là, cette semaine, c'est un peu nouveau, on a eu Scott Bessent qui expliquait que comme le taux 2 ans, le 2 ans américain, pas le 10 ans, hein, le 2 ans était repassé sous la fourchette de taux de la Fed, et bien c'était un signe que la Fed devait commencer à reprendre ses baisses de taux. Et quand vous regardez le rapport sur l'emploi que vous avez en cette fin de semaine, c'est pas franchement le genre de rapport sur l'emploi qui va précipiter la Fed dans une baisse de taux. Alors, rapport sur l'emploi, vous avez vu les chiffres, on a eu des créations d'emplois, 177 000 créations d'emplois non agricoles, le marché attendait 130 000, donc c'est quand même nettement supérieur. Alors attention quand même que ça c'est un petit peu, je dirais, compensé par le fait que le chiffre précédent a été pas mal revu à la baisse, il était à 228 000, il a été révisé à 185 000, donc c'est la révision finalement du mois précédent absorbe la bonne surprise de ce mois-ci, si vous voulez. Mais le taux de chômage, lui, reste une bonne surprise, 4,2%, ça reste un taux de chômage de relativement bas, même très bas, et les salaires progressent toujours à un rythme de 3,8%. Donc c'est un bon rapport sur l'emploi qui ne montre pas en tout cas potentiellement à la Fed d'urgence à baisser les taux. Et donc on sait que la semaine prochaine, il y aura la réunion de la Fed. Pourquoi dans cet environnement-là? Powell qui a répété depuis des mois qu'il devait en voir un peu plus sur l'impact des taxes commerciales et qu'il y avait trop d'incertitudes actuellement pour pouvoir juger de l'effet des politiques commerciales sur l'inflation. Ce qui lui pose problème, c'est le manque de visibilité sur les tarifs commerciaux. À ce stade, il les voit toujours pas beaucoup plus clair, Powell. Il n'y a toujours pas de deals qui ont été signés, il n'y a toujours pas de niveau de taxes qui ont été fixés. Donc pas de raison que le discours de Powell change drastiquement par rapport à la question des taxes et donc de l'inflation. Et la deuxième partie du mandat, qui est l'emploi, ne montre pas, cette partie-là ne montre pas de dégradation à ce stade suffisante pour générer une baisse de taux de la Fed. Donc, oui, on a un environnement de taux donc, qui va rester élevé pour le moment, trop pour la Maison Blanche, hein, 4,3% à 10 ans, c'est un niveau qui n'est pas confortable. Donc voilà, on risque de baigner encore dans un climat où si Jérôme Powell, mercredi prochain, n'envoie pas quelques
quelques messages dans le sens de Trump indiquant que la Fed est prête à ajuster rapidement les taux, s'il doit envoyer ce genre de message pour brosser un peu le sens du poil. S'il n'y a toujours pas d'ouverture de la Fed et de Jerome Powell mercredi prochain, l'environnement de taux va rester élevé et la Maison Blanche va continuer d'être agacée par la posture de la Fed. Donc est-ce que ça c'est un environnement qui est très favorable au marché action? Est-ce que voilà, moi je trouve que c'est remonté quand même très vite. Les résultats qu'on a des boîtes du S&P 500 ne sont pas des mauvais résultats, on l'a dit, donc ça peut justifier que les multiples de valorisation qui accompagnent donc le rebond du S&P 500 se redresse un peu, mais si on commence à passer là de 20 fois les bénéfices, on sait que d'un point de vue historique, encore une fois, c'est des niveaux relativement chers pour le S&P 500. Est-ce que dans le genre d'environnement que nous connaissons actuellement, c'est justifié? Est-ce que c'est pas un peu trop d'euphorie de la part du marché? Est-ce que la reprise n'est pas trop rapide? On peut se poser la question. Voilà ce que nous pouvions dire pour les gros rendez-vous de cette semaine. Alors attention quand même que sur l'emploi, il y a quelques éléments qui viennent un peu modérer effectivement ce rapport sur l'emploi. Le rapport sur l'emploi, c'est effectivement le gros événement que tout le monde attend une fois par mois. On a quand même eu cette semaine quelques indications un tout petit peu moins bonnes du marché de l'emploi, notamment sur les emplois vacants. Ce qu'on appelle le chiffre JOLTS, J-O-L-T-S, qui était publié en début de semaine, et il faisait apparaître un chiffre d'emplois disponibles moins important que les mois précédents. Signe que, donc, potentiellement, donc, moins d'emplois disponibles veut dire que l'économie est dans une phase, les entreprises créent un peu moins d'emplois, etc. Donc, moins d'emplois disponibles. Premier signe où effectivement il faut commencer à surveiller un peu. Autre signe, le chiffre ADP, publié en milieu de semaine, c'est une entreprise privée qui publie ce chiffre, mais qui était 2 fois moins bon que le chiffre attendu, 62 000 au lieu de 115 000, donc pas terrible. Et troisième élément qui n'a pas été très favorable cette semaine par rapport à l'emploi, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. On les a eues hier, donc jeudi, elles sont remontées, ces inscriptions, au-delà de 240 000, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 9 semaines. Donc voilà, est-ce que le rapport sur l'emploi, on sait qu'il peut être révisé le rapport sur l'emploi, le mois prochain, on prend des révisions à la baisse par exemple, si l'emploi s'est dégradé, donc je dirais qu'il est quand même solide ce rapport, mais que toute la semaine, tous les chiffres de la semaine ne sont pas dans ce sens-là. Voilà. Donc, est-ce que c'est un rapport en trompe-l'œil et qui sera révisé le mois prochain? À surveiller. Voilà, c'est un élément qu'on surveillera en tout cas au prochain rapport. Sur la question de la guerre commerciale, il y a une très petite porte qui s'est entrouverte entre la Chine et les États-Unis. On rappelle que le contexte depuis déjà plusieurs jours, c'était que les États-Unis disaient on a des contacts avec la Chine, etc. La Chine régulièrement disait non, on n'a aucun contact avec les États-Unis. Donc il y a une espèce de jeu comme ça, un peu de poker menteur entre les deux. Et puis ce matin, le ministre du Commerce chinois qui a indiqué, alors de manière très mesure bien ses mots, il dit que les États-Unis, donc il dit que c'est les États-Unis qui sont venus vers la Chine et qui ont récemment envoyé des messages à la Chine par l'intermédiaire des parties concernées, espérant entamer des négociations avec elle. Donc vous voyez, il poursuit en disant la Chine étudie actuellement cette possibilité. Donc vous voyez, une petite porte est en train de s'entrouvrir pour les négociations. Donc ça aussi, on a vu les marchés avant le rapport sur l'emploi avaient déjà bien aimé cette petite ouverture-là. Après, la question c'est quelle vitesse de négociation, quel deal, est-ce que c'est quelque chose de faisable rapidement, pas rapidement, etc. Voilà. Donc on en est encore. Mais sûr que pour un marché, ce genre d'information-là, ou ce genre de déclaration est toujours plus positive que des portes qui restent fermées. Ça c'est très clair. Mais encore une fois, à un moment donné, jusqu'où on anticipe les choses, et à quel moment on décide qu'elles doivent devenir concrètes, ces choses, pour pousser les cours plus haut. Là, le marché a quand même pris pas mal d'avance dans l'anticipation d'une amélioration de la situation. Donc pour l'instant, on rappelle, il n'y a encore aucun accord commercial signé à ce jour. Voilà ce que nous pouvons dire pour cette partie macro. Je vérifie si j'ai oublié de vous parler de quelque chose, mais voilà, c'est à peu près tout ce qui va retenir de cette semaine. Semaine prochaine, rapidement, une semaine un peu plus légère, mais avec un gros rendez-vous en milieu de semaine, c'est la réunion de la Fed. Alors on va commencer lundi avec tout d'abord la confiance des investisseurs en zone euro. Important de le noter, parce que cette semaine, où j'ai oublié de vous en parler, on a quand même une bonne surprise pour la zone euro, un PIB pour le premier trimestre, une croissance pour le premier trimestre, 2 fois supérieure à ce que le marché attendait, plus 0,4% ou de plus 0,2%. C'est toujours bon à prendre, notamment dans la phase actuelle de tension entre les États-Unis et l'Europe. Donc l'Europe qui a montré une belle résilience, plus que de la résilience, d'ailleurs une belle croissance au premier trimestre. Donc ça c'est à noter, à mettre. Alors ça peut justifier aussi du coup d'avoir des indices européens qui montent pas mal, mais c'est vrai que le DAX, ce que vous savez tout à l'heure, est-ce que le DAX qui a totalement effacé en fait toute la baisse de mars-avril, qui a remonté quasiment sur le record historique, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de s'emballer quand même sur le DAX? Est-ce que
tout n'est pas déjà intégré. Oui, il y a le boost budgétaire qui va arriver, etc. Mais le DAX, on rappelle, est quand même aussi exposé à la Chine, aux États-Unis. Si l'économie américaine est en train de ralentir un peu, est-ce que c'est le meilleur contexte pour le DAX? La Chine, toujours mi-figue, mi-raisin. On a eu cette semaine des indices d'activité pour la Chine, des PMI pour le mois d'avril, qu'ils soient dans le secteur des services ou le secteur manufacturier, ils se sont dégradés par rapport au mois de mars. Donc attention quand même à ça, aux conséquences de la guerre commerciale pour la Chine. Donc voilà, pourquoi je dis ça? Parce que le DAX, qui est beaucoup remonté, est-ce qu'il n'est pas un peu trop, est-ce que les investisseurs sur le DAX sont pas un peu trop euphoriques par rapport à l'exposition du DAX, à la croissance de la Chine, des États-Unis? Certes, de l'Europe ça va un peu mieux, mais attention quand même à la Chine et aux États-Unis. Et puis aussi, il faut que le boost budgétaire rentre en vigueur, que les investissements commencent à avoir lieu. Et ça, c'est un processus qui prendra des mois et des années même. Donc voilà, est-ce que le DAX n'est pas parti un peu vite en besogne? Donc, voilà. Dans tous les cas, on se verra. La confiance des investisseurs lundi pour la zone euro. On aura lundi, ça c'est un gros rendez-vous, lundi après-midi, ISM Services aux États-Unis. Les services, on le rappelle à chaque fois, c'est 80% de l'économie américaine. Donc, dans une phase où on recherche des indications sur la dynamique économique américaine, les indicateurs avancés comme l'ISM seront surveillés. Ça fait ouvrir une nouvelle parenthèse sur la grosse divergence qu'on a depuis maintenant quelques mois entre ce qu'on appelle les données soft et les données hard aux États-Unis. Données soft, c'est tout ce qui est enquête, confiance des consommateurs, ISM, PMI auprès des entreprises, etc. Et les données hard, qui sont les chiffres réels, vente au détail, production industrielle, vente de logements, etc., qui sont, elles, publiques du retard, forcément. Les données réelles sont toujours publiques du retard par rapport aux indicateurs avancés que sont les enquêtes. Donc, on note simplement qu'il y a une très très grosse divergence entre d'un côté des indicateurs de sentiment qui sont très largement dégradés ces derniers mois aux États-Unis, aussi bien du côté des entreprises que des particuliers, alors que de l'autre côté, les données hard ont plutôt bien tenu, sauf le PIB là, qui a été communiqué il y a quelques jours, mais sinon sur les derniers mois, la plupart des données macro publiées aux États-Unis étaient globalement plutôt correctes. Voilà, pas en train de s'affaisser. Donc c'est une grosse question ça. Est-ce que les données confiance des consommateurs ou autres sont indicatives d'un ralentissement économique plus fort à venir, voire d'une récession? C'est tout l'enjeu de ce deuxième trimestre, et donc semaine après semaine on va surveiller les données macro qui seront publiées. Mardi, nous aurons les chiffres de la balance commerciale américaine, un gros sujet évidemment par rapport à la guerre commerciale ou autre, mais aussi par rapport au PIB, on l'a vu, c'est le gros déséquilibre de la balance commerciale qui fait que le PIB américain s'est aussi contracté au premier trimestre, donc on va surveiller la balance commerciale mardi. On aura également une adjudication, donc une émission de dette de la part des États-Unis sur une échéance 10 ans, ce sera mardi, donc à surveiller, dans un contexte où les taux restent élevés, c'est un élément à surveiller. Mercredi, la réunion de la Fed, évidemment, sera le rendez-vous principal de la semaine. Avant cela, mercredi, on aura quand même les commandes industrielles allemandes et les ventes au détail en zone euro. Toujours bien de regarder de ce côté-là aussi. Jeudi, on aura à nouveau les chiffres sur l'Allemagne avec la balance commerciale et la production industrielle allemande. Réunion de la Banque d'Angleterre, donc jeudi prochain. Et le jeudi, en début d'après-midi, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. On le disait tout à l'heure. Quid de la trajectoire du marché de l'emploi américain? Ce serait une indication supplémentaire. On rappelle que cette semaine, ce n'était pas un très bon chiffre pour l'inscription au chômage, plus haut de 9 semaines. Donc on verra la semaine prochaine si ça confirme dans ce sens-là ou si au contraire le chiffre s'améliore. Vendredi, nous aurons les chiffres de la balance commerciale chinoise et on terminera vendredi avec une journée où de très nombreux speakers de la Fed vont s'exprimer. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. À tous un excellent week-end et rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau podcast.